Bonjour à toutes et à tous, donc comme annoncé, je fais une vidéo en remplacement du cours de mardi et il y en aura une autre à la place du cours de jeudi. Donc aujourd'hui, on va aller jusqu'à la guerre de Corée et jeudi, je reprendrai les activités que vous avez eu à faire sur la guerre de Corée et je rajouterai également d'autres éléments. Nous étions en train de corriger, enfin de faire l'étude de documents sur l'acte final de la conférence de Berlin. Donc on s'était arrêté en cours au paragraphe là qui commence à la ligne 20, l'article 34. Donc je vais reprendre à partir d'ici, même si j'ai déjà dit ça en cours, histoire que on soit sûr que vous ayez tout. Donc je vous rappelle, hein, au niveau de la prise de notes, ce qu'on fait là, c'est bien revoir la méthode, c'est-à-dire on donne des citations et on ajoute des explications. Ce qu'on voit ici dans les deux passages que j'ai soulignés, donc ligne 20 et ligne 23, c'est deux formes de colonisation. Les premières, donc prendre possession d'un territoire, c'est ce qu'on appelle les colonies classiquement. Les protectorats qui sont évoqués à la ligne 22, ce sont en fait aussi des sortes de colonies un petit peu différentes. Théoriquement, les pays sont censés garder un petit peu plus d'autonomie, mais bon, en ce qui nous concerne, ce sont deux formes de conquête. C'est ça qu'il faut retenir. Dans les deux cas, c'est une conquête avec une puissance européenne qui agrandit son territoire. Cette conquête, comme je l'avais dit en classe, ne tient pas compte des peuples qui sont déjà présents. On l'avait vu dans le cas de la tri-frontière entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon, puisque l'ethnie Fang était une ethnie qui vivait sur une zone qui a été partagée entre trois pays différents. Voilà pour cette citation qu'on avait déjà, il me semble, expliquée en cours. Si on continue à étudier ce paragraphe, on a cette citation à la fin là. Donc en cas de conquête, on nous parle de la nécessité d'une notification adressée aux autres puissances signataires du présent acte afin de les mettre à même de faire valoir s'il y a lieu leur réclamation. Alors là, on est vraiment au cœur de l'acte de la conférence de Berlin. Je l'ai souligné de deux couleurs puisque en fait ça répond à deux des objectifs qu'on avait mis en lumière en classe. Le premier, c'est qu'il y a bien cette idée qu'il faut éviter les conflits entre puissances européennes, en fait en clarifiant ce qui est acquis par qui. Et on voit également bien que c'est une question de frontières. L'idée, c'est que les frontières vont être tracées par des négociations, en fait, et non pas de manière unilatérale. On voit bien, il y a cette idée de notification, réclamation. Donc on va tracer des frontières, les frontières des colonies, hein. Et donc j'aimerais vraiment que vous preniez du recul sur ce qu'on est en train de dire là. On est vraiment sur l'acte central de signature, de tracer des frontières. Pour vous donner un exemple précis, puisque encore une fois il faut rajouter des informations quand on commente un document, entre 1885 et 1902, encore un peu moins de 20 ans, la France et l'Angleterre vont signer plus de 200 traités frontaliers en Afrique occidentale. Vraiment, là, on a l'application de cet article-là dans la réalité. C'est-à-dire, ils se disent, bon, ok, moi je suis là, toi tu es là, traçons une frontière entre nos deux colonies qui va passer par ces endroits-là. Donc, j'aimerais quand même, encore une fois, que vous compreniez ce que ça veut dire. Là, les puissances européennes sont en train de dire, au lieu que chacun colonise dans son côté, puis ensuite on risque de se faire la guerre parce qu'on n'est pas d'accord, euh, entendons-nous avant pour savoir ce qui appartient à qui. Mais ils sont vraiment littéralement en train de se partager les terres qui sont en Afrique, hein, sans demander enfin sans rien demander aux gens qui sont sur place en fait, hein. Si on en arrive donc au dernier paragraphe, on a cette idée, donc territoire occupé, existence d'une autorité suffisante. Donc là, on a bien l'idée d'un système qui va être un système de domination des puissances européennes, puisqu'ils vont imposer leurs règles. Et ce passage-là, ce qui peut être intéressant de faire dans une étude de document, c'est de montrer qu'il y a quand même un peu une sorte quasiment de contradiction avec les objectifs, un peu la justification de la colonisation qu'on avait vu au début. On sent quand même que il y a une domination qui se met en place à ce moment-là.
Et enfin, on retrouve à la toute fin l'objectif économique qu'on avait déjà abordé. Donc je reviens pas dessus, il faudrait mettre ensemble ces citations si vous aviez à commencer le texte, puisque c'est la même idée qui revient un peu en plusieurs fois, donc il faudrait rassembler un peu votre analyse. Une fois qu'on a noté ça, que faut-il conclure? Donc c'est un peu un bilan sur ce texte. La conférence de Berlin, c'est donc les Européens qui créent des règles leur permettant de tracer des frontières en Afrique. Ils s'entendent entre eux, entre puissances européennes, sans tenir compte des populations locales. Là, encore une fois, il est question de se partager le continent africain, il n'est jamais vraiment question de l'avis des populations locales ou des dirigeants locaux. C'est une conférence, comme on l'a dit en introduction, qui se fait à Berlin entre puissances européennes. C'est vraiment entre eux. Cet aspect-là, en fait, il a déjà été critiqué, y compris à l'époque. Là, je vous montre une caricature qui est parue donc dans le journal d'Illustration en 85. Vous avez les différents dirigeants européens, donc ça c'est Bismarck, chancelier allemand, et donc il est avec un gâteau, donc le gâteau c'est l'Afrique, et il se partage vraiment le gâteau avec cette idée, donc à chacun sa part si l'on est bien sage, donc ça fait référence un peu à toutes ces règles qu'ils essaient d'installer. Donc les pays européens se partagent vraiment l'Afrique. Si on regarde des cartes, on s'en rend bien compte. Vous avez cette carte dans votre manuel. À droite, vous avez la carte de l'Afrique en 1886. Donc vous voyez que vous avez déjà une présence européenne à plusieurs endroits. Mais ce qu'on remarque, c'est que une trentaine d'années après, en 1914, quasiment la totalité du continent africain est colonisée, à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria. Donc l'application, enfin, c'est tout ça pour dire que ce traité, il a vraiment eu des conséquences très concrètes. On a vraiment colonisé, conquis l'intégralité de l'Afrique. Pour vraiment revenir sur relier ça vraiment à notre thème qui est les frontières, j'attire votre attention sur certaines de ces frontières. Je prends ces deux-là, mais on aurait pu en prendre d'autres. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ces frontières sont des lignes droites. Et ça, c'est très caractéristique du processus qui a été mis en place. On appelle ça des frontières de papier, parce que littéralement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une carte et ils ont tracé une ligne entre tel point et tel point pour dire, bon, bah là, tout ce qui est de ce côté, c'est à toi, et tout ce qui est de ce côté, c'est à moi. Donc, il y a vraiment eu cet aspect de frontières de papier parce qu'elles ont été tracées sur des cartes et non pas sur le terrain. Et d'ailleurs, je trouve cette citation d'un des hommes qui a participé un peu à ce processus très très marquante. Nous avons entrepris de tracer sur les cartes des régions où l'homme blanc n'avait jamais mis le pied. Nous nous sommes distribués des montagnes, des rivières et des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions jamais exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières et ces lacs, ou ces lacs. Donc effectivement, ils se sont partagés des terres qu'ils ne connaissaient en plus pas très bien, ce qui a donné lieu parfois à des délimitations approximatives, mais comme il dit, ça les a pas vraiment gênés. Donc voilà, cette idée de frontière de papier, elle est importante. C'est des frontières qu'on a tracées sur des cartes sans connaître le terrain. Et alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de continuer l'histoire, puisque là, la dernière carte que je vous ai montrée, c'était 1914. Et si en fait on prend les frontières des pays africains aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que globalement, ces frontières ont été conservées à l'indépendance. Si vous comparez les deux cartes, alors il y a des petits changements, mais globalement, c'est quand même très très proche. Et en fait, ça a été une décision officielle qui a été prise en 1964 par les chefs d'État africains, parce qu'en fait ils avaient peur que refaire des frontières amène à encore plus de problèmes. Et donc on a gardé encore aujourd'hui des frontières qui ont été tracées par des puissances étrangères en déconnexion totale de la réalité locale. Et ça explique encore aujourd'hui un certain nombre de tensions actuelles qui peuvent avoir lieu en Afrique. Par exemple, on avait vu cet exemple-là, le cas du Soudan et du Soudan du Sud, qui ont été rassemblés dans un État parce que c'était des puissances européennes, mais où il y a des différences aujourd'hui et donc qui ont donné lieu à la scission d'un État. Voilà en ce qui concerne la conférence de Berlin. On en arrive à la troisième sous-partie. Donc on est toujours dans cette première partie sur première fonction des frontières, délimiter des États. Là, c'est l'idée vraiment de matérialiser les frontières, de les rendre concrètes. Donc ce qu'il faut noter pour introduire cette sous-partie, c'est que quand on trace une frontière,
on va effectivement tracer une ligne sur une carte, mais il peut y avoir également une volonté de la matérialiser physiquement par ce qu'on appelle des bornes frontières. Donc là, je vous en ai mis plusieurs exemples, plusieurs photos. Donc là, l'image qui est là, ce sont différentes bornes frontières dans les Pyrénées. Vous avez ici une autre forme de borne frontière, ou encore ici, avec en plus le tag, en plus, ici c'est le Mali, donc on voit bien que s'il n'y avait pas effectivement cette borne frontière, on ne se douterait pas vraiment qu'on est en train de changer de pays. On revient sur cette idée qu'on avait déjà vue que la frontière peut être invisible. Là, les bornes frontières visent à rendre la frontière visible. Pour illustrer ça, vous aviez à regarder la vidéo sur le raid des 7 bornes. Donc, je vous mets la correction, donc qui a eu lieu en Guyane, hein, pour délimiter la frontière guyanaise. Je vous mets la correction écrite ici, et normalement vous avez récupéré, j'ai regardé un petit peu, hein, vous avez globalement compris. Donc je vous remets le texte pour que vous puissiez prendre une correction au propre. Donc vous voyez, l'idée est quand même assez intéressante, puisque ce qu'on remarque, et donc ça vous pouvez, une fois que vous avez corrigé ça, noter en dessous un peu la conclusion de ce qu'on tire de cet exemple, c'est que il y a deux choses. La première, c'était l'importance d'avoir des informations fiables sur le tracé de la frontière. Vous voyez que ça reste un enjeu important pour la France de délimiter précisément cette frontière-là pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parce que, évidemment, derrière, hein, toujours pareil, il peut y avoir des ressources, on ne sait pas. Mais même symboliquement, c'est important. Et d'autre part, il peut y avoir la volonté de les rendre visibles dans l'espace, avec des bornes frontières. Il y a un aspect symbolique, puis ça peut être un aspect pratique, hein, ça évite les doutes, hein, tout simplement. Voilà pour cette partie-là, je passe assez vite, puisque l'essentiel c'était que vous ayez regardé la vidéo et que vous ayez compris l'exemple, et là je vous propose une correction. Ceci vient terminer la première partie, et on en arrive à la deuxième partie, qui est donc une deuxième fonction de la frontière. Je rappelle, chaque partie correspond à une fonction de la frontière, des frontières pour se protéger. Donc là, il n'est plus uniquement question de délimiter l'État, mais aussi, éventuellement, ça peut avoir une fonction un peu militaire. Donc ce qu'il faut noter pour commencer, c'est que une frontière sépare deux États, donc deux peuples et deux cultures, potentiellement. Donc c'est un lieu de contact, et potentiellement un lieu de contact avec des ennemis. Et donc c'est potentiellement une zone de tension, d'affrontement, qui va être défendue militairement avec des murs ou des citadelles et évidemment des soldats. Là je vous mets plusieurs exemples. Donc vous avez la Grande Muraille de Chine, un exemple assez connu. Ici c'est la frontière coréenne sur laquelle on reviendra. Et je mets un exemple français pour vous montrer. Ici vous avez ce qu'on appelait c'est Vauban qui avait pensé cette frontière au XVIIe siècle en disant qu'il fallait défendre vraiment la France, notamment sur cette partie nord-est là. Et donc il a fait en fait deux lignes, mais il faut bien comprendre que ces lignes ne sont pas vraiment c'est pas des murs. Simplement, ce sont des lignes qui sont défendues par des soldats, et à intervalles réguliers, vous avez des forts qui sont sous cette forme-là, comme j'ai mis sur la photo, qu'on appelle des forts Vauban, qui sont donc disposés à intervalles réguliers pour défendre la frontière française. Cette fonction de la frontière est ancienne, et elle existe dès l'Antiquité. Alors ici, j'ai pas pu le temps de vous le distribuer, je vous le ferai passer. Vous allez laisser juste un peu de place, hein, je sais pas, 7-8 lignes, ça suffit, pour coller le résumé qu'avait fait votre camarade quand il était passé sur le LIMES. Donc vous laissez un peu de place, je réexplique juste 2-3 éléments, déjà pour vous faire un rappel, et je me permettrai un tout petit peu d'insister, puisque votre camarade avait très bien expliqué le contexte et la fonction de ce mur, mais il n'avait pas tout à fait insisté sur la forme que prend ce limes. Donc je reviens rapidement là-dessus. L'idée c'est que le limes, donc ça c'est marqué dans le résumé, vous n'êtes pas obligé de le noter, c'est un dispositif défensif qui s'étend aux frontières de l'Empire romain. Donc en fait vous voyez, vous en avez plusieurs, à plusieurs endroits, là c'est là où il y a du violet, et qui sont construits progressivement, hein. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le limes rénant, c'est-à-dire celui qui se trouve ici. Comme on voit sur cette carte, l'objectif, c'était de marquer physiquement la limite de cet empire. Et donc on est bien sur une frontière, notamment pour faire la différence avec des peuples qui étaient en dehors, ici les Germains par exemple, qui étaient vus d'un côté comme des peuples barbares, les Vandales, les Germains. Ce qui n'empêche pas par ailleurs d'avoir des échanges, hein. Comme vous voyez sur cette carte, on peut très bien vouloir séparer
en même temps 2 espaces, hein, là le limès est là, et en même temps ils échangeaient quand même en même temps avec ces peuples-là. Ça, votre camarade l'avait bien expliqué. Et donc si on s'intéresse plus précisément à notre limès rhénan en particulier, donc vous voyez que il est représenté ici par ce trait violet, et évidemment il est accompagné de soldats. C'est une frontière qui fait à peu près 550 km. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jules César a conquis la Gaule, donc ça vous le savez, en 51 avant Jésus-Christ, mais ensuite les Romains n'ont pas réussi à conquérir la Germanie. Et donc ils ont décidé de fixer ici la frontière par le limès. Les fortifications commencent au 1er siècle après Jésus-Christ, et donc ce que je voudrais que vous rajoutiez, que vos camarades n'avaient pas expliqué, c'est en quoi il consiste vraiment ce limès. Alors, je vous montre ici à quoi c'est une reconstitution, à quoi ça pourrait ressembler, et surtout je vous propose de faire un petit schéma pour montrer en quoi il consistait. Alors il y a une petite faute de frappe, hein, ces fortifications. Donc en fait, vous avez la palissade, qui marque vraiment l'extrémité la frontière elle-même, puis un fossé, une levée de terre, une tour de guet, comme vous avez représenté sur la photo, derrière un chemin de ronde où peuvent passer les soldats. Derrière ça, vous avez les camps où sont installés les soldats, hein, puisqu'évidemment le mur ne sert à rien s'il n'est pas défendu, hein. Vous voyez que bon, c'est pas non plus ça qui va empêcher une armée vraiment déterminée d'enfoncer et de passer. Donc il faut qu'il soit défendu par des soldats, bien sûr. Et encore derrière, vous avez des champs, puisque les soldats qui sont en garnison ont bien besoin de se nourrir, donc il y a eu une installation de champs pour cela. Donc l'efficacité de ce limès est aussi due au fait qu'il y avait donc des soldats. Soyez conscient néanmoins que ce dispositif n'est pas exactement le même partout et qu'il évolue en fonction du contexte. Et comme c'est marqué dans le résumé aussi, cette protection est détruite en 258 après Jésus-Christ, et les Romains sont chassés de la rive droite du Rhin. Simplement pour terminer là-dessus, des exemples un peu plus actuels. Donc à noter hein, d'autres exemples de frontières qui jouent un rôle similaire, alors historique et actuel, j'en ai pris un de chaque. Vous avez d'abord la muraille de Chine, qui a été construite pour se protéger des peuples, donc les Huns et les Mongols, donc vous voyez qui est encore présente aujourd'hui. Alors je trouve cette carte intéressante parce qu'il faut bien imaginer que cette muraille n'a pas été construite d'un seul coup en fait, elle a été construite sur 2 millénaires. 21 000 km ont été construits sur 2 millénaires, et puis vous voyez qu'il y a plusieurs tracés parce qu'en fonction de l'extension du royaume de Chine, bah ça a reculé quoi. Donc un projet gigantesque, hein, 21 000 km en tout, et aujourd'hui il en reste quand même 8 000. Et exemple plus actuel, vous avez la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen qui ressemble à ça. Donc là, on a bien aussi cette idée de frontière militarisée. On a bien le soldat ici qui surveille cette double rangée de barbelés que l'on voit sur la photographie. Donc la fonction militaire existe depuis très longtemps. On a vu des exemples antiques, on a vu rapidement l'exemple du fort Vauban au XVIIe siècle, et là des exemples actuels avec la frontière Arabie Saoudite-Yémen. Voilà pour ce qui remplace le cours de mardi. Vous prenez ça en note, vous me faites une photo de votre prise de notes que vous déposez sur Pronote, et on enchaînera la suite du cours donc sur la Corée par une autre vidéo qu'il faudra regarder jeudi. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez et je vous souhaite une bonne semaine.